Bonjour à tous, comme certains d'entre vous le savent, le thé est l'une des 3 boissons les plus consommées du monde, après l'eau, mais avant le café. Aujourd'hui dans le monde, plus de 3 milliards de personnes boivent du thé. Mais comment le thé a-t-il été découvert? Comment le thé a-t-il été découvert? À l'origine, le thé a été découvert, utilisé et consommé pour ses propriétés médicinales. Sa paternité a été attribuée à la personne mythique, à l'empereur mythique Shen Nong, le père d'agriculture chinoise, dont les anciens livres s'inscrivent qu'il vivait aux environs de 2800 ans avant Jésus-Christ, des périodes très lointaines. On dit qu'il utilise le thé pour se désintoxiquer après empoisonnement, dû à la recherche des remèdes à la base des plantes. Alors, ensuite, le thé est devenu une boisson réservée plutôt à la cour impériale et puis à la classe des lettrés. Et après tout ça, le thé s'est progressivement démocratisé aux citoyens. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons les bureaux de thé partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les bienfaits du thé? Premièrement, le thé est très reconnu pour sa propriété d'antioxydant. Il est un des plus puissants antioxydants. Et ça veut dire quoi, antioxydant? Parce qu'il y a vraiment des radicaux libres dans notre corps et, les radicaux libres pourraient bien endommager notre corps et provoquer un vieillissement accéléré. Donc, les polyphénols, c'est-à-dire les catéchines dans les thés, ils pourront bien neutraliser les radicaux libres. Comme ça, nous sommes beaucoup plus sains. Voilà. Et pour avoir le même effet d'antioxydation, on peut prendre chaque jour, par exemple, 5 oignons ou 4 pommes par jour, ou 12 bières par jour, ou une bouteille de vin rouge par jour, ou 12 vins blancs par jour. Sinon, 1 kilo de jus d'orange par jour. Soit, également, on peut choisir 2 tasses de thé par jour. Voilà le choix qui vient. Également, le thé n'est pas seulement un des puissants antioxydants. Il pourrait bien activer le métabolisme, stimuler la brûlure des graisses pour arriver à un poids idéal. Et également, il est anti-inflammatoire et il aide à la prévention des cancers. Donc, ça c'est vraiment un thé, la boisson la plus saine parmi les premiers trois boissons les plus couramment bues dans le monde. Nous sommes en France, hein. Est-ce qu'il est possible de boire du thé d'origine française? Malheureusement, non. Nous n'avons pas de théier sur le territoire français capable de fournir le thé commercial. En fait, les Anglais ont bien fait tous les efforts partout dans le monde pour planter et cultiver les théiers. Mais à la fin, on trouve que les conditions climatiques, hydrologiques de l'Europe n'est pas favorable à cultiver les thés. Donc, les zones productrices de thé sont plutôt dans l'Asie, dans l'Afrique de l'Est, etc. Les zones principales productrices de thé sont plutôt la Chine, le Japon, le Sri Lanka, l'Inde et l'Afrique de l'Est comme Kenya, etc. Voilà. Et parmi ces pays producteurs de thé, la Chine produit la gamme la plus large du monde. Dans l'Afrique du Sud, ils produisent plutôt le thé rouge chinois ou le thé noir français. Voilà. Et Sri Lanka plutôt également le thé concassé rouge. Donc ça c'est vraiment différent. Pouvez-vous nous dire comment écrit-on le mot thé en chinois? Le mot thé en chinois c'est nommé cha. Et enfin il s'écrit par 3 parties. Et la partie supérieure c'est cao zi tou. Ça veut dire la clé des herbes et sous forme réduite. Et la partie inférieure s'appelle mu. Il signifie les bois. Mais entre les herbes et les bois, entre les deux, il se trouve 2 traits
Et ça, c'est la personne, c'est l'être humain entre les deux. Donc en chinois, on dit 人在草木间. Ça veut dire l'être humain, ça veut dire illustre une scène que l'être humain marche entre les arbres et les bois. Donc ça, c'est quelle fraîcheur, quelle sérénité. Et c'est ça le thé. Mais en botanique, qu'est-ce vraiment le thé? Enfin, le thé, c'est une boisson. C'est une boisson, c'est des feuilles infusées de l'arbre de théier. Le théier, ça s'appelle Camellia sinensis. Et puis, ça fait partie de la famille des théacées. Mais il faut faire attention parce que nous avons beaucoup de thé aromatiques. Ils ne contiennent pas les feuilles de théier. Ils sont plutôt l'infusion des différentes épices, par exemple le gingembre, les fleurs, la ciboule, etc. Ils sont plutôt un bouillon aromatique. Ils ne sont pas le thé. On sait qu'en Europe, les gens consomment beaucoup le thé. Le afternoon tea, par exemple, est une coutume anglaise. En France aussi, on consomme beaucoup de thé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment le thé est arrivé en Europe? Ça, c'est une histoire très intéressante. En fait, ce sont les Portugais qui importent en premier un peu de thé en Europe au milieu du XVIe siècle. Ensuite, ce sont les Hollandais. La compagnie hollandaise des Indes prend relais des Portugais vers 1610. Et enfin, mais c'est seulement à partir de 1662, l'année de mariage de roi d'Angleterre, Charles II, et la princesse Catherine de Brabant, que l'habitude de cette princesse est de prendre un peu de thé, une liquide mystérieuse rouge chaque jour. Et ainsi, le thé est devenu de plus en plus populaire en Angleterre. Et en France, le thé arrivant en France, le thé est devenu un peu reconnu vers 1640, vendu très cher pour ses propriétés médicinales. En ce moment-là, le cardinal Marazin et Madame de Sévigné en consomment régulièrement. Est-ce qu'il est possible de faire du thé avec l'eau du robinet? De préférence, non. Vous allez percevoir une couche incrustante flottant à la surface de thé et reflétant de différentes couleurs. Et si vous avez un thé de bonne qualité, essayez avec de l'eau conforme. Et d'après l'ouvrage Chajing, le classique de thé, qui est publié par le maître de thé Lu Yu en 1680, il a bien synthétisé que l'eau de source provenant des montagnes est la meilleure. Sinon, vient ensuite l'eau de source des fleurs. Et enfin, l'eau des puits, le pire. Donc, en conclusion, pour bien choisir un thé, pour bien choisir de l'eau de source pour accompagner notre thé, on peut choisir de l'eau à partir de ces critères ci-dessous. Par exemple, il faut que ce type de l'eau qui a une faible teneur en minéraux et qui contient beaucoup plus d'oxygène et qui a une valeur de pH légèrement acide entre 5,7 et 6,7. Voilà. Également, il faut qu'il est loin d'une contamination et moins d'additifs. Et ayant testé les différentes marques, la plupart des marques de l'eau de source disponibles sur le marché en France, je vous fais quelques recommandations. Tout d'abord, c'est la marque Montcalm que je trouve il est disponible dans tous les magasins bio. Ça, c'est vraiment de l'eau douce. Voilà. Rosée de la Reine, c'est également de l'eau de source qui contient moins de minéraux. C'est également disponible dans tous les magasins bio.
C'est la marque Montroucouse. Ça, c'est beaucoup plus répandu. Vous pouvez le trouver dans les magasins Carrefour et Auchan. Mais ce type de thé, il va mieux avec le thé oolong, les thés partiellement ou complètement oxydés ou fermentés. Pour les thés verts, des blancs, des jaunes qui sont moins oxydés, il faudrait mieux utiliser les autres deux, par exemple Montcalm ou Rosé de la Reine. Enfin, vous pouvez encore utiliser l'eau Volvic. L'eau Volvic n'est pas le meilleur, mais il peut encore l'utiliser. Il faut éviter l'eau Evian. Evian est très bien pour la santé, mais il n'est pas très bien pour accompagner le thé. Il va acidifier le goût du thé. Le mystérieux liquide rouge dont vous parlez et que consommait cette princesse portugaise, est-il le thé rouge ou le thé noir, hein? La liquide mystérieuse rouge, il est plutôt le thé rouge chinois, mais il est appelé thé noir en France. Mais le thé comprend traditionnellement au moins 6 grandes familles. Et je vous présente maintenant les thés de différentes familles. On va commencer à partir d'un thé non oxydé. Pour l'instant, nous avons presque tous les différents types de thé. Ça, c'est un thé qui s'appelle Ling Hu Quue She. Ça, c'est constitué seulement par un bourgeon. Et ça, c'est un thé Xi Hu Long Jing. Il est un peu plus plat. Il est construit par un bourgeon et une feuille. Voilà. Et ça, c'est un autre thé vert, c'est Taiping Hou Kui. Voilà, ils sont des petits bourgeons, petites feuilles. Et là, ça, c'est vraiment des grandes feuilles. Donc ça, c'est les thés verts. Ils sont non oxydés, aucune fermentation. Maintenant, on va voir un peu. Ça, c'est un thé blanc. Ça, c'est vraiment les bourgeons. Ça s'appelle Bai Hao Yinzhen, aiguille argentée. Voilà. Et ça, le thé, il est encore vert. Ce qui est blanc, c'est parce que les bourgeons sont couverts par les duvets blancs. Ça, c'est un thé blanc, légèrement oxydé, parce qu'il est flétri et séché au soleil. Il s'oxyde un peu sous soleil. Ça, c'est un thé qui s'appelle Junshan Yingzhen, aiguille argentée de Junshan. C'est également constitué par les bourgeons, les gros bourgeons. Et ça, un thé jaune, il est similaire au vert, mais il est un peu oxydé. Ici, on peut voir ça, c'est un thé oolong qui est partiellement fermenté. Il est fermenté à peu près à 30%. Les thés oolong, c'est vraiment une grande variété de thés qui sont tous partiellement oxydés ou fermentés. Et ça peut varier de 20% jusqu'à 70%. C'est pour ça une très grande variété. Ça, c'est un thé noir chinois. Les thés noirs chinois, ils sont post-oxydés, post-fermentés. C'est-à-dire, après sa production, on peut le faire vieillir pendant des années pour avoir une post-fermentation. Ce thé est également souvent appelé thé sombre en Europe. Ce thé est un thé puer en vrac. Nous pouvons avoir les thés noirs sous différentes formes. Ils pourront sous forme d'un brick. Ça, c'est vraiment un brick. Ils pourront également sous forme de galettes rondes, qui est très populaire maintenant en Chine et également dans les maisons de thé en Europe. Et la forme ronde est comme celui-ci. Mais ça, c'est une galette de thé blanc. Mais les galettes de thé noir pourraient prendre également cette forme. Également, nous pouvons avoir des thés noirs sous forme de petites boules. Il peut également prendre les formes d'un grand nid, voici. Et je me sens déjà son arôme. En dehors des thés noirs, nous pouvons encore ajouter une catégorie de thé. Et ça s'appelle le thé retravaillé parce que maintenant, nous ajoutons beaucoup des autres ingrédients, par exemple les fleurs, les épices, le gingembre, etc. On pourrait bien les ajouter et retravailler avec notre thé. Donc maintenant, vous avez un thé que je fais moi-même. Ça, c'est un thé à la pamplemousse. Je l'ai fait avec un thé noir. Donc après quelques mois, il s'est bien serré et séché. Le thé a pris l'arôme de cette pamplemousse. À chaque fois, si on voudrait le boire, on peut prendre un peu là-dedans et puis l'infuser dans l'eau.